Aujourd'hui, je reçois Antoine Bélanger, un jeune entrepreneur, ancien joueur de football américain et clairement un gars qui fonctionne au défi. Il a commencé à entreprendre en famille pour ensuite monter son affaire seul. Il y va à fond et grossit très vite avec plus de 750 000 de CA sur sa première année dans les premiers 6 mois. Son entreprise, c'est le site e-commerce Liquidation de Luxe qui distribue des meubles à travers tout le Canada. Sa mission, elle est claire, bâtir une famille, créer un empire, vivre un maximum d'expérience avec les gens qu'il aime. Et plus tard, utiliser tout ça pour redonner et avoir un vrai impact autour de lui. Dans cet épisode, on va parler de leadership, comment faire de la distribution dans un marché vieillissant, on va parler de vision, de pression, de risque, de croissance, marketing et business en général. Et aussi, si on a le temps, on va parler un peu de Slab 300, un projet dont je fais partie également, où nous sommes en recherche d'investisseurs avec Antoine. Bienvenue dans ce podcast. Merci Gaëtan de me recevoir. Avec plaisir. Donc let's go, commençons. Déjà pour la petite histoire, je suis un de tes clients. On s'est connus comme ça. Ouais, exact. Ben justement, c'est drôle parce que quand tu m'avais envoyé le message, puis on s'en était déjà parlé, mais j'avais comme envoyé ça à mon équipe, puis je leur avais dit, est-ce qu'on devrait le contacter pour faire un témoignage ou quelque chose avec lui? Puis finalement, c'était comme mort. Puis on avait eu la chance de se rencontrer là, il y a de ça 2 mois. Puis là, tu m'avais parlé de ça, puis j'ai été revoir dans mes courriels, puis j'ai retrouvé ça. Fait que je trouvais ça quand même assez drôle. Un des premiers clients d'ailleurs, merci de la confiance par rapport à ça, Gaëtan. Ouais, trop bien. Et pour le contexte, c'est un magasin qui vend des meubles en e-commerce, des meubles qui ont un beau design, qui sont peu chers et qui sont livrables à la maison chez toi. Donc en fait, tu cuts beaucoup de problèmes que tu as. Moi, j'ai pas de voiture, donc livraison de meubles chez moi, beau meuble design, parce que je fais attention à mon design. Et puis j'ai acheté récemment des chaises aussi. Ouais, des chaises de cuisine. Exact. Donc voilà, très bien. Présente-toi un peu, qui t'es, qu'est-ce que tu fais? Ouais, exact. Ben moi, je m'appelle Antoine, comme tu l'as mentionné. Puis je suis un jeune entrepreneur. Je viens tout juste d'avoir 21 ans. Donc je suis un grand sportif depuis tout jeune. J'ai pas mal touché à tous les sports, soccer, baseball, football, hockey. Finalement, j'ai décidé de choisir le football pour plusieurs raisons parce que quand je suis arrivé au secondaire, je devais choisir entre est-ce que je voulais continuer le hockey ou le football, qui étaient comme un peu mes 2 passions. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça faire partie d'une équipe. Je sais pas si à cet âge-là, je trouvais ça cool. Je trouvais que c'était comme, OK, tu joues au football et tout. Puis, il n'y avait pas de hockey à mon école, mais il y avait du football. Donc, j'ai décidé, parce que je voulais faire partie de l'équipe de football de mon école secondaire, de jouer. Fait que bon, j'ai fait ça pendant tout mon secondaire, puis j'ai continué un peu au cégep. On pourra y revenir, mais c'est un petit peu ça mon parcours scolaire. Puis là, au cégep, j'étais à fond dans le football. Finalement, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter malgré que j'avais beaucoup de talent et beaucoup de résilience à cause des blessures. Puis par la suite, j'ai décidé de comme continuer un projet familial qu'on avait parti, encore une fois, on va toucher un petit peu plus loin, qui s'appelle The Furniture Shop. Puis bon, plusieurs péripéties sont arrivées qui m'ont amené à dire « Hey, je prends ce risque-là à 20 ans de tout lâcher, puis en dedans d'1 mois de repartir une toute nouvelle entreprise qui, 6-7 mois plus tard, est déjà connue par beaucoup de Québécois avec des grandes ambitions. Je suis quelqu'un des fois qui a une mentalité un peu folle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je me mets des objectifs, puis quand j'en parle aux gens, ça leur fait peur. Mais ça me fait peur aussi, tu comprends? Je pense que les gens dans la vie, ils n'osent pas rêver assez, puis ils ont des pensées souvent limitantes. Fait que c'est un peu ça, je suis un peu un fou, je te dirais, qui aime ça aller à fond dans tout ce qu'il fait. J'ai récemment déménagé au centre-ville de Montréal. Je m'amuse, j'ai arrêté l'école, puis je me suis dit, Antoine, tu veux décider de prendre un parcours atypique, arrêter l'école, juste avoir un secondaire 5 ici au Québec, ben tu dois y aller à fond, tu dois travailler 2 fois plus fort que ceux qui vont prendre le parcours traditionnel. Donc voilà, c'est un peu qui je suis. Cette chose de challenge, tu l'as pas eu dans les études? Tu t'es pas dit je vais faire les meilleures études et j'y vais à fond? Moi, c'était mon cas, hein, personnellement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait? T'étais parti pour faire des longues études ou tu savais d'entrée que t'étais pas fait pour ça? C'est une bonne question. Je pense que le problème que j'ai, c'est que je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux. Je sais pas si c'est à cause de la pression de performance que j'ai toujours eue, mais je trouvais que le système scolaire allait pas assez vite à mon goût. Okay. Je faisais les calculs dans ma tête, puis bon, le moment où je devais après avoir quoi? 17 ans, quand j'ai fait mon premier 10 000 $ par mois dans mes poches à cet âge-là, puis je calculais, puis j'étais comme... Je vais sortir de l'université, mon salaire moyen, ça va être 60 à 90 000, tout dépendant. Bon, il y en a que c'est plus haut, il y en a que c'est plus bas.
Puis j'étais comme là, je suis seulement ma 2e année de cégep. Puis bon, ça, c'est un autre des sujets que je suis pas fan. Mais ici, le cégep au Québec, je trouve que ça empêche beaucoup de gens de terminer leurs études. Mais moi, j'avais 4 ans de cégep à faire. Donc, je faisais une technique en gestion de commerce. Puis là, je venais tout juste d'avoir 18 ans quand j'ai arrêté. Puis là, je calculais, il me reste encore 2 ans. 2 ans et demi, je vais finir vers 20, 21 ans. Puis après, j'ai encore 3 ans d'université à faire. Je vais sortir de là, je vais avoir 24, 25 ans. La plupart du temps, quand tu es aux études, tu ne travailles pas énormément. Donc là, tu vas sortir de là, tu vas avoir peu ou presque pas d'économie. Je veux dire, tu vas vouloir quitter de chez tes parents, mais là, tu ne seras pas capable d'acheter une propriété directement. Puis là, ça va être difficile d'économiser parce que là, bon, tu vas peut-être avoir une femme, tranquillement, tu vas peut-être penser à avoir des enfants, etc. Donc là, je faisais tous ces calculs-là dans ma tête, puis j'étais comme, en plus, je vais payer pour aller à l'université, je vais payer pour faire ces études-là, versus si je travaille, je suis capable de mettre des sous de côté, je vais arriver à 25 ans avec, je sais pas moi, 500 000 d'économie ou d'argent que j'ai pour investir. Puis pour moi, ben ça avait plus de valeur. C'est sûr qu'avant de prendre cette décision-là, j'ai consulté beaucoup de gens dans mon réseau. J'ai été manger avec des personnes, des PDG de grandes entreprises qui ont des grosses études. Puis j'ai été avec des gens aussi qui ont eu énormément de succès, qui n'ont aucune étude, puis je leur ai posé les questions. Puis, tu sais quoi, la plupart des gens qui ont eu ce succès-là ou qui étaient à un certain niveau de succès dans leur vie, puis qui ont été aux études, ils ont dit, bon, les études, ça m'a aidé pour avoir une rigueur, ça m'a aidé pour créer des connexions, ça m'a aidé, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait que j'ai le succès que j'ai aujourd'hui? Non. Puis la plupart m'ont dit, Antoine, on voit où tu as 18 ans, on voit ta maturité. Je pense pas que l'école, c'est une bonne avenue pour toi. Okay. C'est un peu ça. Ok, ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, tout ce que tu as décrit, là, j'ai l'impression de voir mon parcours au début. Mais ouais, il n'y a pas de... C'est ça, j'aime bien me dire qu'il n'y a pas forcément d'âge, parce que ça va dans mon sens aussi, mais l'important, c'est d'avoir ce déclic-là. Et quand tu l'as, après, tout va très vite, quoi. Tout va très, très vite. Puis, tu sais, il y a quelque chose que je peux te dire aussi, une phrase que j'aime bien, qui est comment tu peux espérer obtenir un différent résultat si tu fais la même chose que tout le monde. Puis je me souviens, j'avais été voir je me souviens pas du nombre, là, mais combien il y avait d'étudiants qui graduent du bac en administration des affaires au Québec par année. J'avais dit calculer ça, puis j'ai dit, bon, il y a toutes ces personnes-là, oui, bon, il y en a qui font des associations, il y en a qui font... Mais il y a toutes ces personnes-là qui graduent avec à peu près les mêmes connaissances. Ils ont fait les mêmes cours, les mêmes connaissances. Puis là, ils vont se battre dans un pool pour aller chercher les meilleurs emplois. Mais ils ont toutes les mêmes expériences, puis ils ont toutes les mêmes études, tu comprends? Puis moi, je me suis dit, OK, mais si moi, je vais avec un parcours atypique, puis je fais d'autres expériences totalement, bien là, je vais me retrouver peut-être dans un pool d'une centaine de personnes qui ont vécu ces choses-là versus 5000 personnes, je pense que c'était 5000 par année qui graduaient, qui ont exactement les mêmes connaissances. Puis je me suis dit, même si je ne suis pas entrepreneur directement, je pense que les connaissances que je vais avoir acquéries, les contacts, plus tard, quand je vais arriver à me battre contre ces personnes-là, vont valoir beaucoup plus ou vont avoir une certaine rareté versus juste des connaissances théoriques qui n'ont pas nécessairement été testées en pratique. 100%. Ouais, c'est une très bonne manière de voir les choses. C'est ça. Hein. Et c'est une industrie. Hein. Les boîtes de conseil comme Deloitte ou PwC où j'ai pu aller, ils marchent comme ça en fait. Ils font en sorte d'attirer au maximum ces personnes en sortie d'école, l'administration des affaires notamment, presque tous viennent de là, sur des postes où tu es dans les tours de verre à Montréal, c'est joli, tu as un super PC, tu as du matcha à 10 heures gratuit, mais en fait tous les salaires sont tirés vers le bas, tout le monde veut se battre pour aller là-bas et ils rendent ça hyper sexy. Et en fait, comme tu le dis, c'est tu te bats avec une poule, c'est tous les mêmes personnes, quoi. Quand tu es dans le floor, dans les tours sur René Lévesque, là, 200 personnes, 200 analystes, c'est tous les mêmes. Et tu sais, t'as le bruit des bureaux qui monte, qui descend. Tout le monde bosse sur les mêmes sujets et ça va faire du M&A et ça va faire de la consultation. Et c'est la fabrique à personnes identiques. Et du coup, tous les prix sont tirés vers le bas et tout est mis en œuvre de leur côté pour rendre ça sexy et les attirer en sortie d'école. Ok, trop intéressant. Bah, raconte-nous donc le début de Liquidation de Luxe. Au début, ça part de Fourniture Shop, une affaire familiale. Comment tu décides de prendre la tangente? Quel a été l'élément déclencheur et qu'est-ce qui a fait que très rapidement, tu as réussi à être rentable? En e-commerce, la rentabilité, on va en discuter, hein, mais tu as des grosses marges, etc. Enfin, tu as des petites marges, pardon, et des gros frais logistiques. On va en parler. Comment tu t'es lancé?
Comment ça a été un succès très rapidement? Ouais, ben en fait, pour revenir, parce que je pense que c'est important d'expliquer un peu l'histoire, puis comment dans la vie, tu as des opportunités qui se présentent à toi. Tu sais, moi, j'aime bien utiliser l'analogie. Tu as toujours des trains qui vont passer. Puis des fois, tu as deux options. Soit tu restes à la gare puis tu attends le prochain, ou tu décides de rentrer dedans. Puis ben après ça, tu sais pas nécessairement où le train s'en va, mais regarde, tu vas t'adapter pour te rendre à ta destination. Tu sais. Puis, en tout cas, je veux pas trop divaguer, mais bon, tu as les couleurs. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, rouge, jaune, bleu, vert. Puis ces couleurs-là représentent des traits caractéristiques de personnalité et tout ça des gens. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très, très rouge. Donc, je passe rapidement à l'action, sans des fois trop me poser de questions. Bon, chaque trait de couleur a ses avantages, ses inconvénients. Ça fait que, bon, rapidement, je passe à l'action. Souvent, je monte dans le premier train qui va se présenter à moi. Tu sais, il y a des gens qui vont rester à la gare pendant des années en attendant le parfait train exact. Moi, je saute, puis je me dis, regarde, je vais peut-être faire 3-4 détours, mais au moins, je vais être dedans, puis je vais travailler, puis je vais pas attendre des années avant d'avoir une bonne opportunité. Fait que Furniture Shop, comment ça a commencé, en fait, c'est que mon père est... lui, dans le fond, mon père n'était pas un entrepreneur à la base. C'était un écolier un peu comme moi qui a décidé d'arrêter l'école. Il a commencé à vendre des voitures dans un concessionnaire. Puis un jour, il s'est fait recruter dans une entreprise qui s'appelait AMG Campbell, qui était une entreprise de déménagement, la plus grande entreprise de déménagement au Canada. Puis lui, il était devenu représentant pour cette entreprise-là. Fait qu'il vendait des déménagements. Puis avec le temps, ils l'ont comme monté, puis il est devenu un des actionnaires. Puis, du moment où il est devenu actionnaire dans cette grosse entreprise-là, ils ont fait un changement drastique de service où oui, ils font encore des déménagements, mais c'est devenu une entreprise de transport spécialisée parce que ce qu'ils se sont dit, c'est nous, on est une entreprise de déménagement. On est habitué de faire de la livraison d'items lourds, des meubles, des électroménagers, des choses un petit peu plus compliquées que, exemple, Canpar, UPS, peu importe. Puis, on a 30 localisations à travers le Canada où on est capable de desservir presque toute la région canadienne avec la même entreprise. Fait que là, ils sont devenus une compagnie de livraison à domicile spécialisée. Fait que dans le fond, ils font comme UPS, Purolator, etc., mais dans tout ce qui est qu'eux font pas. Donc, tout ce qui est 70 livres, à peu près comme, je pense que c'est comme 30 kilos, et plus. Fait que c'est un petit peu dans ça qu'ils sont spécialisés. Donc là, ils ont commencé tranquillement à grossir. Puis aujourd'hui, ça représente 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans les 10 dernières années, ça a vraiment fait une tangente, puis ça a vraiment explosé. Puis ce qui est arrivé, bon, ils ont grossi cette entreprise-là, mais tous les détaillants de meubles, surtout en ligne, avaient ce petit problème-là où tous les retours, toutes ces choses, ça coûtait trop cher de renvoyer ça chez le détaillant. Tu sais, je te donne un exemple. Tu achètes un sofa 1000 $, il coûte, je sais pas moi, 200 à faire. Le shipping coûte 250. Là, le client, il ouvre la boîte, puis il est comme, c'est pas comme que je voulais ou c'est pas la bonne couleur. Il le renvoie. Mais là, après ça, si tu repayes un autre 200 $, le renvoyer au centre de distribution, puis un autre, tu sais, ça faisait pas de sens. Fait que ces entreprises-là, souvent, venaient à jeter ces articles-là. Dans un contexte canadien. Dans un contexte mondial. Mais canadien plus parce que tu as ton entrepôt qui est à Toronto et tu livres à Montréal. Oui, exact. Là, c'est ça, on parle vraiment dans un contexte canadien, mais c'est un besoin mondial. Oui. Tu sais, toutes les entreprises jettent des milliards et des milliards de dollars par année de stock en ce moment neuf qui pourraient être vendus. Bon, ça, c'est un autre sujet, là, mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, tu sais, c'est plus moi et mon père qui avait eu l'idée, mais on s'est dit, c'est quoi qu'on peut faire, puis c'est beaucoup lui, pour remédier à cette situation-là. Fait que là, au début, il organisait, moi j'avais 15 ans à cette époque-là, j'allais les aider, mais il organisait des petites ventes de liquidation en personne, comme un peu des encans. Fait que là, il y avait un partenariat où tous les meubles à chaque mois qui étaient retournés, ils mettaient ça dans un coin, puis après ça, là, on faisait des encans, on mettait des articles et tout, puis là, c'était du bouche à oreille, les gens venaient, puis ça l'a grossi avec le temps. Puis là, la pandémie est arrivée en 2020, puis eux desservaient beaucoup des .com.ca. Fait que justement, beaucoup de détaillants de meubles e-commerce que malheureusement, je ne peux pas nommer, mais pensez à tous les plus gros joueurs en ligne de meubles. Ils faisaient la livraison pour eux. Mais là, les gens, d'un jour à l'autre, se sont retrouvés à être à la maison. Donc là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient, cherche le terme francophone, mais ils voulaient améliorer leur espace de vie. Ils voulaient avoir des plus beaux meubles. Ils voulaient que ça soit plus accueillant. Les bureaux commençaient à être à la maison. Les employeurs donnaient des budgets pour se faire un bureau à la maison, etc. Puis, des magasins étaient fermés. Fait que là, ça fait que les détaillants
de meubles en ligne ont explosé. On parle d'à peu près x10 ce que les gens faisaient avant. Fait que ça a fait 2 pivots dans l'industrie. Ça a fait que, premièrement, les détaillants en personne ont vraiment réduit leur volume, mais les gens aussi ont compris et ont commencé à acheter des meubles en ligne. Parce qu'avant, c'était quand même populaire, mais ça reste que les gens avaient quand même la mentalité, tu sais, tu t'en vas acheter des meubles, tu veux les essayer, tu veux voir c'est quoi, tu vas avoir le service avec un vendeur. Là, il y a plusieurs personnes qui ont pris goût à acheter des meubles en ligne. Mais là, c'est ce que ça a fait 10 fois le nombre de ventes égale 10 fois le nombre de retours aussi. Fait que là, ça faisait que le volume de retours était trop grand pour seulement faire des encans. Donc, c'est de là qu'est né le Furniture Shop qui, était ma belle-mère, mon père, moi. Moi, j'étais là comme vendeur, j'étais encore aux études à ce moment-là, les week-ends, j'allais les aider à, vraiment à grossir ce truc-là. Puis ça a pris du temps quand même parce que tu passes d'une entreprise de service à, tu t'en vas dans le détail qu'on connaissait zéro. Puis, en tout cas, moi, je vais accélérer, mais ça a grossi tranquillement au fil des années. On a ouvert un magasin à Toronto, Winnipeg, à Calgary, puis là, on allait en ouvrir un à Vancouver. Fait que ça a été un petit peu ça pour Furniture Shop, puis on a grossi les partenariats. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai arrêté l'école, je me suis mis à fond là-dedans, puis j'ai vraiment vu une opportunité plus grosse que ce qu'on faisait déjà. Parce qu'on était bon dans le bouche-à-oreille, on avait des bons prix, mais on exploitait zéro le côté marketing, le côté e-commerce. Je me rendais compte de plus en plus qu'on connaissait zéro ça au fond. Là. On avait une plateforme Shopify depuis 2020, ça fonctionnait bien, mais tout l'aspect en arrière, puis là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis, moi, je savais que j'étais un entrepreneur dans l'âme. Puis, cette entreprise-là, quand on l'avait lancée, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on l'a enregistrée sous l'entreprise AMJ, qui était l'entreprise où mon père était actionnaire, parce qu'on s'est dit, ça va être juste un petit truc pendant la pandémie. On ne pensait pas que ça allait prendre l'ampleur que ça l'a pris. Puis finalement, là, on s'est retrouvé à être dans une situation où c'est une entreprise qu'on avait bâtie de A à Z. Oui, on a eu des personnes qui nous ont aidés puis tout ça, mais tous les autres actionnaires bénéficiaient de cette entreprise-là, de tous les bienfaits que ça avait apporté. Même, j'ai closé des gros partenariats qui rapportent à l'entreprise de transport en ce moment plusieurs millions de dollars par année, juste grâce à ça, en disant, en passant, on va faire vos retours, on va faire vos livraisons, mais on peut aussi gérer vos retours. Puis ça amenait beaucoup de valeur à ces détaillants-là qui, pour eux, c'était un gros problème puis un enjeu dans le passé. Fait que là, ce qui est arrivé avec ça, c'est que moi, un jour, je me suis dit, je suis un entrepreneur, c'est le fun, avoir bâti ce truc-là. J'ai l'impression que j'ai bâti quelque chose puis j'ai pas les fruits ou les résultats de tout l'effort qu'on a mis. Fait que là, c'est là qu'on est venu avec une structure de rachat pour que ça revienne vraiment à nous puis qu'on sorte ça de l'entité AMJ. Donc là, on s'est entendu sur un montant. Ça allait se faire. Puis, les partenaires à mon père, sans rien leur enlever, c'est des bons hommes d'affaires, mais c'est pas des bonnes personnes. C'est pas des bonnes personnes. Puis, ils ont... il y a une entreprise sans nommer qui vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions de dollars. Puis, Furniture Shop, c'était un petit projet qu'on avait fait. Moi, ça me tenait vraiment à cœur. J'étais passionné. Puis, je leur avais même fait une belle offre avec de la royauté qui avait accepté. Puis, là, je me souviens, c'était décembre 2024 qu'on s'était entendu. Fait que ça fait 1 an à peu près de ça. Le chiffre d'affaires remontait dans la holding ou dans votre tout nous, on allait racheter tout le truc. Puis moi, j'allais leur donner des royautés sur les ventes. Ça allait être directement à nous. Puis voilà. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que après ça, en janvier, je suis parti en voyage. Puis je disais à mon père, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est long. Je trouvais que ça avançait pas. Puis... en février, le CEO de la compagnie, il est venu me rencontrer à Montréal. Lui, il est à Toronto, il est venu me rencontrer. Puis, on a parlé quand même un bon bout. Puis, il m'a posé des petites questions. C'était quoi mon objectif? Pourquoi je voulais devenir entrepreneur? Pourquoi je voulais absolument que ça soit à moi? Tout, j'ai répondu à ces questions. Puis, il y a un point marquant qui a été. Puis, moi, je suis quelqu'un, je remarque quand même les petits détails. Ouais. Puis, moi, j'y avais dit comment la discussion s'était finie. C'est, regarde, je vais te faire un gros plan. Puis, je vais t'envoyer c'est quoi mon objectif dans les 3 prochaines années avec ça, puis pourquoi je pense que je vais vraiment être capable de faire exploser cette entreprise-là. Puis, il faut dire qu'on était aussi en grosse croissance. Depuis qu'on avait signé, c'était pas signé, mais shake hands sur le deal, moi, j'avais tout renvoyé l'équipe, j'avais tout engagé mon équipe, où c'était des gens passionnés qui croyaient en ma vision, qui savaient où qu'on s'en allait. Puis, là, à ce moment-là, il m'avait dit, en sortant, il y avait on avait un safe, un coffre-fort. Puis, il m'avait dit, ce coffre-fort-là, il m'intéresse vraiment. J'aimerais vraiment ça l'acheter. Tu m'enverras les informations par courriel. Puis, dans notre rencontre, il m'avait dit, tu m'envoies des courriels, puis souvent, j'y réponds pas. Il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Je m'excuse. Puis, en tout cas, il m'avait dit ça, puis il était parti.
Puis moi, je sais que souvent, les dirigeants d'entreprise se lèvent assez tôt le matin. Puis le meilleur moment pour aller les chercher ou aller capter leur attention, à chaque fois dans ma vie que j'ai voulu faire du outreach, j'ai voulu aller dîner avec des personnes super importantes, je leur écris le matin. Soit en courriel planifié ou soit je leur envoie le matin. Mais comme ça, eux, souvent, ils se lèvent, boum, ils voient le courriel, ils pensent à moi directement. Fait que j'ai envoyé un courriel, je pense que c'était le lendemain, j'avais dit hey, merci d'être venu me rencontrer, voilà. Puis j'avais dit en passant, puisque j'aime pas ça laisser des ventes derrière, si le safe t'intéresse toujours, je me le dire, ça va me faire plaisir de tout t'arranger. Puis il n'avait jamais répondu à ce courriel-là. Puis moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, non, ça se fera pas la vente. Là, ils me tiennent, ils voient qu'on fait des bons chiffres, ils voient que ça se passe bien. Ils gagnent du temps. Exactement. Mais moi, je suis pas con. Puis je pense que c'est ça le problème. Je pense que ces personnes-là, sont dans la soixantaine. Puis je pense qu'ils pensaient que vu que j'étais un jeune ou je sais pas, j'allais pas voir leur petit jeu venir. Fait que moi, à ce moment-là, je savais que c'était fini. Mais je me suis dit, par contre, parce que je dois laisser ma marque signature, je me suis dit, on va faire le meilleur mois que ça n'a jamais été fait de l'entreprise en mars, qui n'est pas un mauvais mois pour le meuble, mais qui n'est pas généralement non plus le meilleur mois dans l'année. Puis comme de fait, on a explosé les chiffres. Dans toutes les localisations, ça a été le meilleur mois ever. Ça a été incroyable. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'on avait fait proche du $1 million de chiffre d'affaires. Tu fais comment pour stimuler un business de vente de meubles? Comment stimuler, qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu fais pour aller péter les chiffres d'un mois? Tu te dis, OK, ce mois-ci, là, je mets tout en œuvre. C'est quoi les leviers? Nous, un truc qu'on faisait une fois de temps en temps qui était bien, on faisait ce qu'on appelle des ventes d'entrepôt. Fait que, dans le fond, on faisait des ventes d'entrepôt. Puis souvent, dans les ventes d'entrepôt, là, c'est drôle, mais tu n'as même pas besoin d'avoir des rabais tant de plus que ce que nous, on fait déjà. Parce que nous, on est à l'année longue en rabais. Mais là, ce qu'on a fait, c'est que on a fait une grosse campagne marketing. On a eu des vidéos organiques qui ont vraiment pété sur TikTok, Instagram, des centaines et des centaines de milliers de vues, des dizaines de milliers de partages. C'était fou, Gaétan. Je veux dire, pendant les 6 premières heures de la vente, il y avait une ligne de 50-60 personnes qui étaient là. Même moi, je capotais. Puis un truc que je regrette, c'est de ne pas avoir pris plus de vidéos. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'il y avait tellement de gens, j'avais même pas imaginé à quel point. Puis c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, OK, c'est fou comment le marketing puis les réseaux sociaux, si c'est bien utilisé, on n'a même pas idée de l'impact que ça peut avoir. Là, de le voir en vrai puis de voir tous ces gens-là qui se sont déplacés à cause d'une petite vidéo qu'on avait faite, j'étais comme « wow, OK, c'est impressionnant ». Fait que tu sais, je te dirais, les ventes d'entrepôt, ce qui arrive, c'est que ça crée 3 choses. Premièrement, les gens, la plupart du temps, pensent que c'est seulement pour un week-end puis qu'après, on disparaît. Fait qu'ils pensent qu'on ouvre un magasin, on met plein de stocks, c'est un week-end seulement pour en profiter, puis on disparaît. Ouais, t'as ce côté, je viens tout rafler. Exact. Fait qu'il y a ça crée un certain sens de... Je connais pas le terme francophone, mais fear of missing out. Les gens ont peur de manquer sur une opportunité. C'est un temps limité. Ils n'ont pas le choix. Ils sont là. Deuxième chose, quand les gens attendent en file pendant 1 heure pour rentrer dans une place, ils sont comme, faut que j'achète quelque chose. Ils sont comme, c'est pas vrai que je suis venu jusqu'ici, j'ai attendu 1 heure en file, puis je vais pas repartir avec quelque chose. Pourquoi ils attendent 1 heure en file? Parce que tu bloques les entrées? Ouais, oui. En fait, il y a 2 choses. Il y a ça de oui, parce que tu veux créer un certain sens où il y a une file, sens d'urgence et tout ça. Puis dans tous les cas, il y avait juste trop de gens. Fait que je pouvais pas laisser tous les gens rentrer. C'était impossible. Il y avait en tout temps au moins, je te dirais, 50 à 100 personnes dans le magasin. Puis c'était pas gros, là, le magasin. Mais c'était fou. Il y avait trop de gens. Puis, troisièmement, le fait qu'il y ait plein de gens en même temps versus, tu sais, quand tu es dans un magasin puis tu rentres, il n'y a pas énormément de personnes, tu te sens pas pressé, tu te sens pas stressé. Puis là, on y va vraiment dans la psychologie parce que je sais que tu aimes ça, la psychologie en arrière de tout ça. Mais quand les gens rentrent, il y a de la musique, il y a plein de gens, ça court partout. Nos vendeurs se déplacent avec des collants vendus, ils déposent ça sur les articles. Là, les gens sont comme wow, tout est en train de se vendre vite. Fait qu'ils ont aussi le sentiment d'urgence que comme wow, c'est tellement des bonnes offres, regarde combien il y a de gens qui sont là. C'est pas vrai que ça va être moi l'imbécile qui va pas en profiter, tu comprends, ou qui va pas sauter sur l'occasion. Ouais. Fait que ça vient créer aussi ce sentiment d'urgence-là, où ce que dans la psychologie humaine, les gens vont peut-être prendre des décisions avec moins de réflexion qu'ils l'auraient fait à la base. Fait que ça, c'est comme les 3 aspects où ce que les ventes d'entrepôt, c'est intéressant. Il y a une chose, par contre, quand tu fais une vente d'entrepôt. Il faut pas que tu disappointes. Puis là, encore une fois, désolé pour l'anglicisme, mais ce que je veux dire par là, c'est si les gens arrivent sur place, que tu n'as pas beaucoup de stock, que tes prix sont pas vraiment intéressants comparés au marché, que l'organisation a été mal faite, ça, c'est vraiment dangereux parce que ça fait vraiment mal à ta marque. Puis quand tu vas réorganiser une vente d'entrepôt, les gens vont se rappeler à quel point c'était de la merde. Ça vaut pas le coup, ils vont pas venir.
Okay. Puis, on avait même eu plein de gens qui étaient venus d'une autre vente qui ont dit « Ah, c'est fou! » Puis c'est un gros détaillant, là, je vais pas le nommer, mais qui avait dit « Wow, c'était tellement mauvais leur vente! » Fait que, tu sais, encore une fois, là, ça venait même rehausser la valeur de notre vente. Ouais, je comprends. Fait que... Comment tu transposes... Donc, ça c'est quelque chose que tu avais globalement construit pendant toute ton expérience quand tu avais moins de 18 ans avec tes parents, ouais. tu voyais ces mécaniques-là. Ouais. Comment tu retranscris ça sur un e-com via des publicités, via du mail, via des stratégies marketing en e-commerce? Ouais, exact. Ben là, c'est ça, justement, ce qui est arrivé, c'est que après ça, j'ai annoncé que je quittais. Bon, là, ils ont essayé de tout faire pour me garder et tout, mais moi, il était trop tard. Tu sais, je veux dire, tu m'as fait ce petit coup-là. Je suis très fair dans la vie. Je suis très curieux de savoir les cartes, les dernières cartes qu'ils ont lancées. Ben là, c'était mais là, tu pourrais venir au board meeting de toute la compagnie, venir pitcher, puis là, on pourrait te mettre CEO, te donner un salaire 4 fois ce que tu as, puis te donner 50% de ça. Puis... Ça, moi, j'ai travaillé là-dedans, donc je vois très bien ce qui se passe. C'est que tu as une création de valeur incroyable dans une entreprise. Les CEO et le board member, ils voient ce truc grossir, ils voient très bien l'opportunité, mais il faut pas qu'il fasse trop de bruit parce que lui, il monte en valeur. Toi, tu vois ce que tu fais, mais tu vois pas trop la couleur parce que tu es focus sur ton truc. Et lui, derrière, tous les investisseurs CEO, potentiellement, ça peut soit être l'objet d'une scission et du coup une énorme prise de cash. Ouais. Mais par contre, ça marche si toi, t'es pas au courant de la valeur que tu vaux. Et à partir du moment où tu es au courant de la valeur que tu vaux, bah, en fait, là, tu vas venir minimiser toi ta marge pour garder ce truc-là parce que ça reste de la valeur propre, mais monter tes parts à toi, tu vois. Et c'est pour ça que je suis très intéressé de savoir c'est quoi les cartes qu'ils ont sorties. Tu vois. C'est ça, tu sais. Le salaire. Le salaire, on va te donner un pourcentage de plus, mais on va te faire ça. On va te faire... tu vas devenir comme développeur, acheteur. Fait que là, on va te planifier des meetings partout à travers le monde avec les détaillants. Puis toi, tu vas voyager pour essayer d'aller développer des deals et tout. Puis la réalité aussi là-dedans, c'est qu'il y avait un truc familial où ce que le CEO, sa fille, elle s'occupait du magasin de Toronto. Donc là, c'était comme aussi ça que là, lui, il savait que si je faisais ça, ben là, c'était moi qui devenais comme en haut de la hiérarchie. Puis je pense que ça, il aimait pas ça. T'sais. C'est des gens un peu, justement, c'est ça, ils ont de la difficulté. Puis ben regarde, moi, je me suis dit, ben si tu vois pas la valeur que j'ai, puis si tu veux pas accepter ça, ou tu la vois, mais tu comprends, tu essaies de jouer à ce jeu-là. Moi, je le sais ce que je vaux. Tu comprends? Puis je l'ai remarqué de plus en plus avec le temps. Fait que c'est ça. Puis je me suis dit, ben regarde, il n'y a rien qui m'empêche dans les contrats et tout ça de juste repartir la même chose. Puis tous les contacts, c'est moi qui les avais. Tu sais, à part les entreprises qui étaient là depuis des années en livraison puis qu'on a juste inclus le service, mais tous les nouveaux détaillants, les nouveaux partenaires qu'on avait, puis tu sais, ils n'ont pas été intelligents parce que moi, j'étais vraiment un bon représentant de la brand. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est, tu sais, ça, je vous le lance, mais quand vous travaillez pour une entreprise ou quand vous avez un projet, moi, je crois tellement en mon projet que je le vends automatiquement. Puis je le vends même pas parce que j'essaie de développer une technique de vente ou je crois tellement que c'est la meilleure solution pour toi que je vais en parler à tout le monde où je vais. Puis j'ai vraiment une bonne manière de rentrer. Puis c'est pour ça que je te dis, je leur ai amené plusieurs contrats hyper profitables, des contrats de livraison, des contrats de logistique spécialisés. Fait que non seulement ils me perdaient dans la structure de Furniture Shop, mais il permet aussi toutes les références que j'allais leur donner pour des gros contrats qui allaient leur rapporter énormément. Fait que tu sais, c'est tout ça aussi que c'était vraiment une question d'ego, leur décision de comme ils voulaient pas laisser un petit jeune prendre une partie de leur gâteau, mettons. OK, trop bien. Et dans tous ces contextes-là, t'es coaché ou tu y vas à l'instinct, toi, de ton côté parce que là, tu parles quand même avec des gens qui ont énormément d'expérience. Ouais. Potentiellement, il y a des leviers que tu comprends pas. Ouais. Parce que t'es pas en affaires depuis 30 ans comme eux, 20 ans même. Tu fais comment? Tu t'es entouré? Ton père t'aide? Ouais, ben c'est sûr que mon père, ça a été un bon mentor pour moi. Il m'a aidé dans beaucoup de choses, mais comme je t'ai dit, j'avais la chance aussi de m'être entouré de personnes. Puis là, j'ai un mentor, puis on pourrait y revenir plus tard, mais m'entourer de personnes en qui... d'un, je voyais qu'ils étaient là pour les bonnes raisons, mais eux croyaient beaucoup en moi. Puis, tu sais, souvent, j'utilise la carte de l'âge. Puis c'est drôle parce que même cette semaine, je faisais des posts LinkedIn. Puis, j'ai remarqué que toutes les posts qui fonctionnent vraiment bien, toujours dans mon hook, j'ai mon âge.
j'ai 21 ans et je viens d'avoir 20 ans et tu sais, ou comme là, mettons, cette semaine, c'était j'ai 21 ans et je gamble tous les jours. Exemple. Tu comprends? Fait que là, les gens, bon, mais c'est ça, mais les gens, il y a 21 ans, ils gamble tous les jours, c'est quoi ça? Puis là, après ça, tu sais, c'est juste mon hook, mais j'ai remarqué que l'âge est très, très accrocheur. Puis ça, c'était mon père qui m'avait dit ça, mais il dit, Antoine, tu peux surfer la vague de ton âge pendant tellement longtemps. T'es jeune. Le nombre de fois là, que j'ai écrit à des CEO de compagnies qui valent des milliards de dollars, ils n'ont aucun avantage à prendre du temps avec moi. Mais je leur dis, hey, j'ai 20 ans, hey, j'ai 19 ans, j'aimerais vraiment ça prendre un moment avec toi. Je trouve ça hot. Qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise? Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être dans un événement. Puis la plupart du temps, ils vont dire oui. Ils vont dire oui parce qu'ils sentent un peu que c'est leur devoir de redonner à la prochaine génération. Puis quand ils voient quelqu'un qui veut, de prendre 30 minutes de leur temps, ça va leur faire plaisir. T'sais. Fait que toutes ces personnes-là sont des personnes avec qui j'en ai discuté, sont des personnes avec qui j'aurais dit, tu sais, c'est quoi que t'en penses dans cette situation-là? Puis ça a été tough, Je suis pas un gars très émotif dans la vie, mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que Gaétan, c'est des nuits où tu travailles non-stop. Je dormais à l'entrepôt, il faisait 8, je me gelais. J'ai tout donné pour ça, tu comprends? J'ai tout donné pour faire croître cette entreprise-là. Puis après ça, de voir que ça me glissait des mains comme ça m'a fait de la peine. Mais je suis un grand croyant du destin. Puis je crois que rien n'arrive pour rien dans la vie. Puis à chaque fois que j'ai eu des trucs difficiles, j'ai eu beaucoup de grosses blessures au football, avec des grosses opérations et tout. Puis à chaque fois, je me disais, la vie me teste en ce moment. La vie va voir à quel point je vais être capable de rebondir de ces choses-là. Puis c'est comme ça que je l'ai pris. T'sais. Oui, j'ai eu un petit moment où ça m'a fait de la peine. J'ai trouvé ça difficile. Je sentais que je m'étais fait avoir, mais je me suis dit, Antoine, tu as 20 ans, c'est le meilleur moment pour te faire avoir. Là, maintenant, tu sais quoi faire pour pas que ça réarrive, premièrement. Puis, deuxièmement, encore une fois, c'est la vie qui me lance ça. Peut-être parce que ma destinée ou ce que je m'en allais, c'était pas là. Peut-être justement qu'il fallait que je fasse un pivot, il fallait que je rencontre des nouvelles personnes. Tu sais, j'ai déménagé avec Simon. Simon, à la base, il m'avait vendu, il essayait de me vendre quelque chose sur LinkedIn, puis aujourd'hui, j'habite avec lui, puis c'est mon meilleur ami. Tu sais, fait que je pense que rien n'arrive pour rien dans la vie. Des fois, tu vas rencontrer des personnes, tu vas vivre des situations. Ça va juste t'apporter un petit truc, une petite chose. Des fois, ça va changer le cours de ta vie au complet. Mais c'est toujours comme ça que quand il y a des grosses situations qui arrivent vers moi, je suis capable de m'adapter puis je suis capable de rapidement me relever. Genre, moi, tu sais, il y a un truc, je déteste les victimes dans la vie. Les gens qui, tu sais, je pense que tout le monde, puis c'est pas nécessairement tous les gens qui vont être d'accord avec moi, mais tout le monde vit des situations difficiles. Il y en a que c'est perdre leurs parents jeunes, il y en a que c'est de l'intimidation, tout le monde vit, puis ça a des répercussions sur ta vie, que tu le veuilles ou non. Par contre, tu as toujours deux manières de voir la chose. Soit tu te dis, hey, aujourd'hui, je fais telle chose à cause de ça, ou aujourd'hui, je suis pas capable d'accomplir mes rêves à cause que quand j'étais jeune, mes parents m'ont pas envoyé une bonne école ou ci ou ça, ou tu te dis, hey, regarde, c'est ça que j'ai vécu, comment je peux apprendre de ça, me relever puis le prendre à mon avantage. Puis, j'ai beaucoup de la difficulté avec les gens qui s'assouplissent sur leur sort puis qui disent qu'ils sont rien capables d'accomplir à cause de ce qu'ils ont fait et non nécessairement à cause, tu sais, ou non, juste se relever, prendre ça comme un pouvoir ou en tout cas une force, puis d'être capable de le changer puis d'apprendre de ça. Ok, je comprends. Je vais te challenger sur un truc parce qu'on a dérivé là, on reviendra après sur le e-com. Tu as dit que tu prends des trains vite et tu restes pas sur le quai et tu as des gens qui attendent toute leur vie. Ouais. Comment tu analyses la chance d'avoir le bon train qui passe? En fait, le premier train que tu prends, c'est le bon. Ouais. Ça, tu l'attribues à la chance ou tu l'attribues au feeling? Tu l'attribues à quoi? Ouais, c'est sûr que le gut feeling est bien. Je pense que je crois beaucoup au gut feeling. Par contre, en fait, je pense que je me trompe souvent. Tu comprends? Ça serait pas vrai de dire que je fais beaucoup de choses puis qu'à chaque fois, je suis chanceux ou à chaque fois, mon feeling dit vrai. Par contre, pour revenir un peu à ça, à chaque fois que je fais une erreur ou que je manque quelque chose, je me plante solide. Là. Des fois, je perds des dizaines de milliers de dollars sur des choses. Mais tout de suite, je le prends en apprentissage, tu comprends? Puis je pense que, on entend souvent des personnes dire ça, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. Je pense que ça, c'est hyper important. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre autant de risques avec liquidation de luxe. C'est que j'ai 21 ans. C'est quoi le pire qui arrive? Le pire, c'est que, écoute, ça marche pas. J'ai pris un gros risque, ça n'a pas fonctionné, je me plante. Écoute, je dis à tout le monde, hey, je suis obligé de fermer, mais je vais revenir dans 2 mois avec une autre idée, tu comprends? Fait que je pense que c'est ça, c'est que j'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur d'apprendre, j'ai pas peur d'échouer parce que je sais que je suis capable de me relever. Par contre,
au fil du temps, justement dans les couleurs, la couleur bleue, c'est une couleur plus analytique. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions basées plus sur des chiffres. Je suis 100% bleu, moi. Bon, ben c'est ça. Mais moi, j'ai développé, avant, j'avais aucun bleu. Aujourd'hui, je suis prêt à dire que bleu, c'est probablement ma deuxième couleur dominante parce que j'ai remarqué qu'en affaires, puis juste dans la vie en général, d'être capable d'être analytique comme ça fait une grosse différence. Puis, ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est que l'analytique me permet d'être un meilleur rouge. Fait que mon rouge reste dominant, mais par contre, quand genre, mettons un train qui va se présenter à moi, je vais être capable de rapidement, pendant qu'il arrête les 10 minutes à la gare, l'analyser, voir. Puis là, je suis comme, OK, c'est bon, j'ai été capable de l'analyser. Puis là, je me sens plus confiant quand je prends ma décision de rouge. Fait que je te dirais que c'est là où ce que j'essaie de développer de plus en plus, c'est que je veux devenir quelqu'un qui prend des bonnes décisions logiques, mais le plus rapidement possible. Je comprends. Ok. On va refocus sur e-com. Ouais. Combien tu spends en ads sur liquidation de luxe actuellement? Ouais. Comment tu vois la suite? Pour la petite histoire, on en avait parlé, c'était archi intéressant. Ouais. Ça va intéresser beaucoup. Alors moi, c'est mon métier, hein, je fais des ads tout le temps. Ouais. Je suis rentré client chez toi. Je n'achète rien en Facebook Ads. Zéro. OK. J'ai un blocage, j'en fais tout le temps, mais moi, ouais. Tu sais comment c'est fait. En fait, non, c'est que toutes les niches, c'est les niches de mes clients et c'est des niches fondamentalement que je ne suis pas du tout l'avatar. Et donc, en fait, je vais jamais acheter là-bas et mon feed est rempli de merde que je regarde pas, en fait. Okay. Enfin, que je regarde d'un point de vue analytique et pas du tout client. Ouais. Et là, pour le coup, j'étais en mode, OK, je vais décorer mon salon. Je vais aller voir des designs, comment on fait. Donc, je parle avec ma femme, on commence à faire des discussions. Je regarde, je fais, ah, ça, j'aime bien. Je fais, OK, moi, je m'occupe du salon. Elle s'occupe de la chambre. Et elle s'occupe de la cuisine. Et on se répartit un peu comme ça. Donc, c'est un projet. T'es déjà chanceux que ta femme t'ait laissé décorer un peu. Ouais, carrément, on s'entend bien. C'était un projet de couple. C'était assez marrant. Et du coup, moi, je vais sur Pinterest direct. Et puis là, je vois des trucs qui me plaisent. Et en fait, sur Pinterest, t'as le truc où tu sélectionnes la pièce qui te plaît dans le design proposé par Pinterest, ouais. Et tu as tous les shops qui te les proposent. Ouais. Et là, tu as liquidation de luxe qui pop-up. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, tu vois, le tableau que j'ai pris pour aller avec le sofa, ouais. C'est un tableau qui vient de Chine. Et en fait, quand tu vois le truc, il n'y a aucun monde où tu le prends pas parce que ça match exactement avec ce que tu veux. Donc, peu importe ce qui se passe, tu commandes. Et en fait, le tableau, il a mis 2 mois et demi à arriver. Je pensais m'être fait scam, tu vois. T'as aucun retour, aucun mail, rien qui va. Je pensais vraiment m'être fait scam et bon, je l'avais accepté, tu vois. Il est finalement arrivé. J'ai pu compléter la déco. Mais le sofa, c'est tu cliques, liquidationdeluxe.ca. Non, c'est en .com. Ouais, en .com. Ouais. T'es en .com. Je rentre mon adresse. Shopify bien fait. Avec le truc, le processeur de paiement violet, là, comment ça s'appelle Shop. Ouais. Je regarde, je fais OK, livraison, en temps de jour. Le prix très correct, je clique, OK. Une semaine après, il était chez moi, tu vois. Et c'est trop fort. Ouais. C'est trop fort. Ouais. Pinterest Ads, pour ça, c'est trop fort. Je sais que tu m'as dit que vous n'avez pas forcément continué avec Pinterest Ads, mais je connais pas les prix d'acquisition, mais moi, j'avais trouvé l'expérience juste incroyable. Ça m'avait vraiment bluffé, parce que j'avais aussi pas capté que ça venait d'une Ads. C'était ça le truc aussi. C'était que c'était tellement fluide dans l'acquisition de mon produit que c'était trop bien. Mais je serais curieux de voir ton parcours consommateur, tu sais, qu'on le refasse ensemble pour que tu me montres, puis que justement, j'ai une retraite qui commence ce soir avec toute l'équipe marketing pour voir, tu sais, est-ce que peut-être juste on mettait pas le bon type d'ads ou comment qu'on le faisait. En tout cas, ça serait intéressant de le regarder ensemble parce que c'est ça, justement, mon équipe me disait que tu avais été la seule conversion Pinterest. C'est sur ça que je trouvais ça drôle quand même. Ah ben, on a eu une conversion sur Pinterest, puis c'était toi. Tu sais, je sais pas combien qu'on a spend. On spend peut-être 2000 $, je sais pas. J'ai aucune idée pour vrai, mais c'était pas un gros montant, mais je serais curieux de voir si... Il y a une manière, parce que comment tu me l'expliques, puis moi, je vais être honnête, je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas un consommateur de Pinterest à part pour des vision boards. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi le parcours client pour se rendre là, mais je serais curieux de voir comment tu as fait, puis de savoir, est-ce que sur Pinterest, on est capable de cibler ce type d'ads-là seulement relié à des photos inspiration? Aucune idée. Ouais, je ne fais pas d'ads sur Pinterest. Moi, je connais un gars qui en fait, mais moi, je n'en fais pas personnellement. Moi, le parcours client, c'est SEO design. Ouais. Vois-le comme ça. Ouais. Je cherche des idées de design et dans les idées de design que je vois, en fait, il y a des pièces. Est-ce que je suis capable d'aller acheter ces pièces et de les matcher ensemble? Si elles sont dispo, je vais le faire tout de suite. Ouais. Et ça vient aussi, tu sais, on en avait parlé la dernière fois, c'est de modéliser tous tes meubles, toutes tes choses dans l'environnement des clients. Ouais. Ça, si tu arrives à avoir ça, et la disposition, on va dire, OK, ça matcherait bien avec ça. Et ça, on l'a à l'entrepôt et tu peux l'avoir en une semaine.
c'est banco, tu vois. Puis, je vais t'expliquer un petit peu mon modèle d'affaires parce que je pense que même toi, tu le connais, mais pas nécessairement. Puis, les gens vont trouver ça vraiment intéressant parce que oui, je suis un e-commerce de meubles, mais je viens répondre à une problématique qui est vraiment plus grande. Fait qu'en fait, quand j'ai lancé Liquidation de luxe, il y a deux choses que je me suis dit. Je me suis dit, moi, ce que je suis passionné, c'est le e-commerce. Des boutiques en ligne, c'est le fun. En personne, c'est le fun. C'est beaucoup de gestion. Ça coûte extrêmement cher. Ça fait que, probablement, tu es obligé de remettre tout ce prix-là dans les meubles. Veux pas. Je veux dire, les gens, des fois, je pense qu'ils n'ont pas la réalisation, mais exemple, un magasin de 40 000 pieds carrés, super beau, tout bien fait et tout. Tu pars dans les 6 chiffres par mois juste en location, sans compter tes employés, sans compter ton électricité, etc., etc. Fait que ça coûte extrêmement cher. Puis, moi, j'étais comme, comment je peux faire pour offrir les meilleurs prix possibles en ligne? Puis là, la question que je suis venu, mais je suis comme, c'est vrai que pour gagner la confiance client, ça va être difficile. Tu sais, c'est pas comme acheter un chandail ou un manteau ou quoi que ce soit à 100, 150 $, parce que la personne se dit, ah, c'est une nouvelle marque, les ads sont bien faits, écoute, je vais l'acheter, puis au pire, je vais perdre 100 $, tu comprends? Là, moi, j'ai des sofas qui vont jusqu'à du 4 000 $ en ce moment. Si la personne achète un sofa à 4 000 $, puis que ça arrive chez eux, puis est déçue, c'est plus compliqué. Ou souvent, ce qui va arriver, c'est que la personne va aller sur le site, elle va être comme, est-ce que je suis prêt à prendre le risque, une nouvelle entreprise comme ça, en ligne, d'acheter un sofa sur lequel je ne me suis pas assis, que j'ai juste vu au travers d'une photo, puis j'ai dépensé 4 000 $. Fait que le processus d'achat d'un meuble en ligne, c'est pas la même chose. Non. C'est là que ça devient intéressant en ads, mais aussi sur tout comment on va faire notre acquisition client. Parce que souvent, quand une personne va se faire targeter par un de nos ads au début, ou par exemple, on va parler de notre concept. Fait que ça va être un premier ads où je vais expliquer, bon, c'est quoi qu'on fait, c'est quoi notre concept et tout. La personne va arriver sur notre site web, elle va regarder les options. Ah, il y a un sofa qu'elle aime bien. Elle regarde, elle le consulte, elle l'ajoute dans son panier, elle s'inscrit à l'infolette, elle quitte. Pour ça, le soir, ou elle va envoyer le lien à son mari, par exemple. Hey, qu'est-ce que tu en penses de ce sofa-là? Moi, je le trouve bien, le prix est bon. Là, le mari va regarder. Ah, OK, oui, chérie, je l'aime bien, mais là, tu sais, moi, je reviens de Floride dans 3 jours, il faut qu'on prenne les mesures. Fait que là, revient dans 3 jours, prend les mesures. Ah, OK, ça fit, mais regarde, écoute, on va y penser, on va aller voir en fin de semaine d'autres magasins juste pour voir et tout comparer. Puis là, finalement, on va voir des magasins et tout. En tout cas, et dans le processus d'aller voir des magasins, ouvre son Facebook le vendredi soir, voit une vidéo de moi qui présente le sofa en question via un ads qu'elle était intéressée. Fait que là, je déballe le sofa, je montre c'est quoi la qualité du matériel, qu'on peut nettoyer les housses et tout, je montre le confort, je m'assois dessus. Les gens gagnent la confiance, ils voient un humain aussi au travers de la vidéo. Puis là, elle remonte ça à son mari, elle dit « Ouais, il en reste plus beaucoup en stock, c'est des quantités limitées, le prix est bon, on va l'avoir livré la semaine prochaine. » Puis souvent, là, le couple va être comme « OK », puis là, en plus, avec l'infolette, tu as un 10 %, « OK, parfait, on convertit, ils vont l'acheter. » Fait que là, le processus d'achat client est à peu près 7 à 10 jours. Puis après ça dépend. Si c'est un article, ça va être moins cher. Achat. Exact, okay. Exact. Fait que il va y avoir un ads de retargeting, des fois 2 ads de retargeting. Puis, on va s'en venir à parler des ads. Mais vraiment, moi, ma valeur ajoutée, c'est que j'offre des meubles de qualité à prix moindre. Fait qu'en fait, moi, ce que je fais avec Liquidation de luxe, je sais pas si tu connais la compagnie TJX. Donc, c'est une grosse compagnie en bourse qui ont les bannières Marshalls, Winners, HomeSense. Je sais pas si tu vois. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est justement qu'ils revendent, c'est seulement des magasins physiques. Je pense aux États-Unis, ils ont un e-commerce aussi, mais ils revendent des articles fin de ligne, des faillites. Puis même, c'est drôle, j'ai écouté un podcast en m'en venant, puis il disait même qu'il était tellement rendu gros que certaines marques comme Polo, par exemple, leur faisaient des articles juste pour eux, pour vendre moins cher. Fait qu'exemple, il faisait un polo, mais un petit peu de moins bonne qualité, puis il était capable de le vendre, admettons qu'un polo normal, tu payes ça 100 $, il le vendait à 50 $, mais tu avais un polo neuf de la marque Polo, puis tout est dans la valeur perçue. Fait que, pour te donner une idée, là, TJX, en 2025, je pense qu'ils ont record 56 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Fait que c'est une grosse entreprise. Dans les 10 dernières années, ils ont doublé leur chiffre d'affaires. C'est vraiment une entreprise qui est en croissance. Puis, je ne veux pas, avec toute la situation économique en ce moment, les gens veulent de plus en plus économiser, puis ça ira pas en s'améliorant. Par contre, les gens, on le sait, ils veulent payer moins cher, mais ils ne veulent pas négliger la qualité. Ils veulent quand même avoir des choses qui sont beaux et tout ça. Puis aussi, on vient répondre un petit peu au problème que je te disais un peu plus tôt, que les gens
jetaient ces articles-là ou les entreprises jetaient ces articles-là. Fait que là, nous, on vient répondre à plusieurs aspects. On aide les entreprises à liquider leur inventaire plus facilement. On leur redonne un achat, un montant sur des articles qui, autrefois, soit dormaient dans des entrepôts ou se retrouvaient à être détruits. Puis, troisièmement, on permet aux consommateurs d'avoir accès à de la belle inventaire moins cher. Moi, pourquoi je te parlais de groupe TJX, c'est qu'un peu le groupe TJX, c'est un peu mon modèle que je suis. C'est une entreprise qui a énormément de succès, qui target exactement mes clients types. Par contre, moi, je veux le faire en ligne. Eux, c'est des magasins. Je pense qu'ils ont, je ne vais pas dire pourquoi, je pense qu'ils ont 5000 magasins. Puis, moi, je veux le faire en ligne. Moi, je vais aller chercher la part de marché en ligne. Puis, tu sais, je te parlais tantôt de meubles et tout ça. Puis, au début, je me suis dit, mais merde, les gens vont-tu vraiment acheter des meubles en ligne? Comme je te dis, vont-tu avoir la confiance? Après ça, j'ai pensé à Wayfair. Wayfair, ils font à peu près 10 milliards de chiffre d'affaires par année juste à vendre des meubles en ligne. Je me suis dit, si Wayfair fait ça, le e-commerce est en croissance d'année en année. Tu sais, je pense que l'année passée, c'était 22% du commerce au détail qui s'est fait via le e-commerce. Ça croît à chaque année. Je me suis dit, c'est le moment de le faire. La situation économique est bonne. Le timing est bon. Les entreprises, dans la pandémie, ont beaucoup trop commandé d'inventaire. Leur entrepôt regorge d'inventaire qu'ils veulent liquider. Je peux acheter des trucs à bon prix. Personne ne fait ce que je fais. Puis, TJX me prouve que ça fonctionne, mais moi, je vais aller attaquer le marché en ligne qui, eux, en ce moment, n'attaquent pas du tout. Fait que c'est un petit peu ça, je te dirais, le processus. Puis pourquoi j'ai décidé de faire ça aussi rapidement, c'est que je pense que je suis vraiment dans une bonne ère pour avoir une hyper croissance. C'est quoi la mécanique de prix derrière? Un meuble qui... Imaginons, tu as 100 meubles commandés, tu en as 50 qui reviennent. Ouais. La grosse marque à qui tu rachètes l'inventaire qui revient, tu le rachètes combien? Versus le prix que toi, tu l'aurais sourcé si tu l'achetais sans être retourné. Sans être retourné, pardon. C'est bon que tu me poses cette question-là parce que tu as compris c'est où ce que la magie opère. Le côté e-commerce, on est bon là-dedans, mais je veux dire, je préfère des brands e-commerce de n'importe quoi. Pourquoi je crois autant en mon projet, puis autant en l'hyper-croissance qu'on peut avoir, puis qu'on peut vraiment être une entreprise qui un jour va faire $1 milliard de revenus, c'est que la magie est dans l'achat d'inventaire puis le sourcing d'inventaire. Puis, justement, le groupe TJX, pour te donner une idée, eux, ils ont 1300 personnes acheteurs. Fait qu'ils ont juste... Puis toute la magie, puis ils disent toute la magie dans leurs acheteurs. Ils ont une académie juste pour leurs acheteurs, pour leur montrer comment aller identifier de l'inventaire, comment aller utiliser ton leverage pour acheter cet inventaire-là, etc., etc. En termes de chiffres, pour te donner une idée, je te dirais, mettons, ça va s'acheter à peu près entre 10 à 15%. Des fois, certaines marques, tu peux aller à 20% du prix de détail. Puis, généralement, les marques dans le domaine du meuble, ils font à peu près 50% de marge brute. Fait que si, par exemple, un article se vend 1000 $, eux vont l'acheter 500. Moi, je vais aller l'acheter entre 100 à 200 $, mettons, pour l'article qui vaut 1000, puis moi, je vais le revendre 500. Fait que moi, je vais le revendre à leur cost. Fait que je vais le revendre avec généralement à peu près 50% de marge. Okay. Puis, je me suis récemment posé la question, tu sais, c'est quoi le positionnement que je veux prendre avec liquidation de luxe? Tu sais, parce qu'on le sait, les marques prennent des positionnements, haut de gamme, milieu de gamme, ton positionnement est dans ton SEO. Oui. Mais là, je vais t'expliquer. Puis, il va probablement avoir un changement de nom. Là, je te l'annonce en avant-première. Probablement qu'on va changer le nom de liquidation de luxe pour autre chose parce que les gens ne veulent pas acheter de la liquidation. C'était beau, j'aimais l'antonyme au début des deux et tout. Puis, on l'a fait très, très rapidement, mais les gens ne veulent pas dire qu'ils achètent de la liquidation. Ça fait trop un hit sur l'ego un peu de dire, même si notre branding est cool, il faut qu'on change. Tu sais, c'est comme winners, c'est win. Il faut que le client n'ait pas l'impression qu'il achète liquidation, il faut qu'il ait l'impression qu'il ait un peu, je cherche le terme, mais qu'il ait eu le système, qu'il a réussi à avoir un avantage sur le système. Ah, tout le monde l'achète à plein prix. Moi, j'ai réussi à avoir un offre, mais il ne faut pas que je le dise à trop de monde parce que c'est comme mon petit secret caché. Puis c'est ça le type de client qu'on vise. On veut les clients... Smart fourniture? Ouais, peut-être, tu comprends, mais c'est quelque chose comme ça, tu sais. Okay, puis, c'est ça, tout est dans le sourcing d'inventaire. En tout cas, là, j'ai comme perdu où ce que je voulais en venir avec ça, mais... La question, c'était c'est ça, tu l'as très bien dit, c'est que tu proposes le prix au prix de sourcing des personnes à qui tu rachètes. Ouais. Est-ce qu'il y a des problèmes de légalité là-dedans? Je me souviens où ce que j'étais. Oui, puis je vais venir à ta question après. Mais dans le fond, je te disais, souvent les entreprises se mettent dans des niches ou ont un positionnement milieu de gamme, haut de gamme, bas de gamme. Mais c'est ça la beauté avec mon domaine, c'est que moi, mon positionnement n'est pas dans la gamme nécessairement, mais est dans la valeur perçue.
Moi, mon objectif, justement, exemple, groupe TJX, j'aime vraiment bien les utiliser, mais dans leur magasin, ils vont autant avoir du Puma à 10, 15 $, 20 $ le T-shirt, qu'ils vont avoir des marques haut de gamme comme des sacs à main Gucci, des talons Chanel, des choses comme ça. Mais la valeur perçue va être tellement bonne que ça va attirer tout type de clientèle. Ça va attirer les clients qui veulent des deals. Moi, j'aime dire ça, puis j'ai même la plaque d'auto Deals parce que je suis le king des deals. Mon but, c'est ça, c'est d'offrir le meilleur deal, d'acheter le meilleur deal possible pour que le consommateur ait le meilleur deal possible. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que je peux vraiment aller toucher à tout type de gamme de produits, mais il faut juste que le client, quand il va sur mon site web, il sente que la valeur perçue est plus que le prix qu'il paye. Fait que c'est pour ça que je te dis, si l'article se vend ou vaut 1000 $, moi je l'ai acheté 200, je le revends 500, ben là il y a une grosse valeur perçue parce que le client voit qu'il vaut 1000 $, puis là il peut l'avoir à 500 $. Fait qu'il se dit wow, mais c'est le même principe avec un sofa, je sais pas moi, à 2000 $ qui en vaut 5000, c'est la même valeur perçue. Le client va être comme wow. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est là que c'est intéressant, c'est que je peux venir toucher à tout type de gamme, mais là après ça, c'est comment je vais le segmenter sur mon site web. Parce que là en ce moment, tout est un à côté de l'autre, mais un client qui achète à 5000 $ ne veut pas nécessairement voir son sofa à côté du sofa à 800 $. Tu comprends? C'est que c'est ça. Fait que là, on est en train de voir, est-ce qu'on va segmenter le site web en comme 3 parties différentes ou ce qu'exemple, les produits plus haut de gamme vont avoir une belle présentation, on va prendre plus de temps, plus des photos professionnelles et tout. C'est toutes des questions qu'on est en train de se poser en ce moment. OK. Et tu aurais une question d'arrivée sur tu aurais une landing page où tu vas chercher, tu vas segmenter sur la personne ou... Ouais, exact. Ben peut-être, en fait, ça serait peut-être comme un peu un site, là, puis là, je l'idéalise très, très rapidement, mais où ce que c'est segmenté en 3 parties. Où ce qu'il y a exemple, parce qu'au travers de ça, comme un peu justement TJX, on va avoir notre propre importation qui va être encore des produits à très, très haute valeur perçue, qu'on va avoir des super bons prix, qu'on va pouvoir scale en UGC, parce que ça, c'est un autre problème, si tu veux qu'on en parle après, mais c'est tough à scale parce que c'est des quantités limitées. Fait que si tu as un best-seller, mais que tu en as juste 50, après 50, t'es fait, là, tu peux plus en avoir d'autres. Fait que on va avoir les 3 segmentations où, ce qu'exemple, le client va avoir nos meilleures offres. Fait que, tu sais, là, ça va être comme vraiment, wow, les meilleures offres, des sofas à 3, 4, 500 $ du jamais vu. Après ça, tu vas avoir nos classiques ou notre collection maison, que ça va être, exemple, une sélection d'à peu près peut-être une quinzaine de produits avec une belle valeur perçue, très belle qualité, qu'on en a en stock. Puis après ça, tu vas avoir notre collection de luxe, où ce que là, ça va être justement des partenariats avec des grosses marques haut de gamme et tout ça. Puis, ben, ça va faire que rapidement, la clientèle va pouvoir se segmenter en, tu sais, autant quelqu'un qui a un petit budget va être capable de rapidement aller dans ses sélections, puis quelqu'un qui a un gros budget, puis ils vont pas être dépaysés. Parce que tu veux pas non plus que quelqu'un qui a un petit budget arrive sur ton site, puis les 3 premières options qu'il voit, c'est des sofas à 5 000, 10 000, 8 000. Puis c'est comme, wow, je vais aller chez Structube, puis je vais acheter mon sofa à 500, tu comprends? Fait que tu es en train de voir encore comment on va le segmenter, puis oui, peut-être même faire des ads différents pour chaque personnage-type qui va les amener directement sur la partie du site web qui va leur convenir. Vous faites des landing pages ou... Plus ou moins. Je te dirais en ce moment, une landing page qu'on développe, c'est pour les clients B2B. Okay. Fait que, tu sais, nous, vu que souvent on est limité dans la quantité, on ne va pas aller chercher des grosses institutions comme justement des tours à bureaux, des hôtels, des choses comme ça. Par contre, on va aller chercher des petits à moyens développeurs immobiliers, donc des résidences étudiantes, des Airbnb. Tu sais, les Airbnb, les gens, ils veulent encore une fois la meilleure valeur perçue. Ouais. Ils veulent que l'Airbnb soit beau, mais ils veulent payer le moins cher possible. Fait que c'est toute notre clientèle type qu'on va chercher. Puis là, ben, ça peut être intéressant de faire des landing pages, puis d'avoir, tu sais, moi, j'ai un vendeur, puis j'ai un designer à l'interne qui peut les contacter directement. Hey, j'ai vu que vous avez rempli ça. Écoutez, nous, on peut faire des plans 3D avec les meubles, puis leur offrir une expérience un petit peu plus personnalisée pour ce type de client-là, qui généralement, sur une lifetime, va aller dépenser dans les dizaines, des centaines de milliers de dollars par la suite. Okay. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, tu peux aller te plugger avec des partenaires qui forment des personnes à faire du Airbnb pour aller. C'est un avantage de fou parce que c'est la course au point de marge. Donc, Ben, c'est ça, exactement. Okay. Puis, tu sais, si tu veux qu'on parle un peu, tantôt, tu me parlais de ad spend, de marge en e-commerce et tout. Je peux parler un peu de ça parce que c'est ça le plus gros enjeu. C'est ça le plus gros enjeu. La marge sur un... Ouais, la marge brute, c'est en ce moment, tu es à peu près à du 60%.
Fait que, on est quand même bien. Par contre, puisque c'est des meubles, c'est des gros coûts opérationnels. C'est ça le plus gros enjeu. Si tu fais pas du dropshipping ou si c'est pas une petite marque de vêtements, c'est que moi, j'ai décidé d'aller jouer dans le monde des grands rapidement. Tu te prends un entrepôt, tu n'as pas vendu un meuble encore, tu achètes un méga inventaire, puis tu pars déjà avec des coûts fixes de 20 000 par mois juste en warehousing, sans même avoir fait $1 de vente. T'sais. Fait que c'est ça le danger. Les marges nettes en ce moment, on est break-even, même on est un petit peu à la perte sur certains mois. Par contre, c'est toujours ça qui est difficile en e-commerce, c'est que tu dois avoir les reins assez solides. Je ne sais pas si tu connais l'expression, mais bon, tu dois avoir les reins assez solides pour être capable de soutenir tes premières années de croissance jusqu'à temps que tu vas atteindre une rentabilité. Tu sais, c'est comme on parlait de Wayfair tantôt. Wayfair, ça fait, je pense, une entreprise, ça fait 20 ans qu'ils existent. Ils ont une année qui ont été profitables. Même chose pour Amazon. Amazon, ça a pris combien de temps avant qu'ils deviennent profitables? Parce que c'est des business models d'hyper-croissance. Puis moi, c'est ça que je vise, hyper-croissance. C'est comme, je sais pas si tu as déjà vu tu sais, à un moment donné, on se faisait target tout le temps par des ads de blanchiment de dents mauve, là. Ça s'appelait iSmile, je pense. Je sais pas si les gens ont la référence. Bon, ben justement, récemment, ils ont sorti un peu leur cas, puis c'était super intéressant d'analyser ça, mais je pense que ça fait juste 6-7 ans que l'entreprise existe. En 2024, ils avaient enregistré 300 quelques millions de chiffre d'affaires, avec $1 million de profit. $1 million de profit. Combien qu'ils avaient mis en ads? 150 millions. C'est fou. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2025? On est rendu que nos clients nous connaissent, on a des clients récurrents. Ils ont réduit, là, j'ai pas le nombre en ads, je pense qu'ils ont mis, je sais pas dire n'importe quoi, entre 20 et 30 millions. Ils ont juste fait 150 millions de chiffre d'affaires, mais ils ont fait 15 millions de profit US. Fait que moi, c'est un petit peu ça que je vise. Je vise à faire de la grosse acquisition client via les ads, via l'image de marque. Mais malheureusement, ton profit, tu vas simplement le faire sur ton taux de rétention. Ton réachat. Exact. Puis tu sais, moi, j'ai la chance de savoir à peu près ça ressemble à quoi parce que j'avais une entreprise similaire dans le passé où ce que j'ai vu, mettons, sur une période de 5 ans, c'est quoi ton taux de rétention client, combien de clients vont revenir et tout ça. Puis là, ben, c'est à nous aussi de s'assurer qu'on a une offre assez intéressante pour que c'est tout le temps alléchant puis que les gens veulent toujours revenir, tu sais. Puis ça, je pense que c'est ça le danger, c'est que tu sais, en ce moment, mon taux mon dollar d'acquisition du client, cost to acquisition, je pense que c'est aux alentours de $300, ce qui est énorme sur ce que je vends. Sauf que si en moyenne, un client dans sa lifetime dépense 5 000 $ chez moi, c'est rien, tu comprends? Sauf que par contre, les 2 premières années... Tu gagnes combien premier achat? En moyenne, c'est 750. Tu dépenses 50% de ton revenu juste en marketing, presque, là, tu comprends? Fait que c'est ça qui est difficile. C'est que tu prends beaucoup de risques, mais par contre, sur le long terme, tous ces clients-là vont revenir, puis c'est là que ça va être payant. Mais c'est juste à quel point tu es capable de soutenir les 2-3 premières années. Puis c'est pour ça que moi, j'ai déjà des investisseurs en ce moment, puis que je vais en rentrer d'autres dans les prochains mois. Même que là, je suis en train de regarder avec un prêt BDC et tout, parce que tu n'as pas le choix d'être tout le temps en croissance, pas le choix de prendre des risques. C'est pour ça que je te dis que c'est le meilleur moment pour le faire en ce moment. Le jour que je vais avoir des enfants, une famille, je sais pas si j'aurais envie de prendre ce risque-là. Tu sais, là, c'est quoi le pire qui arrive? Tu connais un peu l'expression « go big or go home ». Le pire, c'est que, regarde, je fais faillite puis je recommence à zéro. Mais par contre, si ça fonctionne, je vais avoir 25 ans puis je vais faire des millions de dollars de profit par mois, tu comprends? Ouais, trop bien. OK, super intéressant. Super intéressant. Ouais, c'est ce truc de monopole et qui va complètement à l'encontre de tout ce que tu vois dans le e-commerce. C'est pour ça que moi, je trouve ça hyper intéressant. Ce côté, tu as un edge dans le back-office, dans le back-end, et tu viens utiliser le marketing, mais le marketing, c'est pas du tout là où tu fais ta rentabilité, quoi. Tout le monde va se dire, ouais, non, il faut faire du rentabilité upfront tout de suite. Non, pas du tout. Alors, tu fais ta rentabilité parce que tu as un edge dans le back-end et que tu fais tout ça correctement. Et la réalité de business, c'est que tu n'es pas forcément encore rentable, mais que ta rentabilité sera bien plus loin et qu'il te faut un maximum de cash maintenant pour pouvoir faire tenir ce truc-là pendant 2-3 ans. Et ça me fait... j'ai regardé une vidéo hier de Sam Ovens qui parlait exactement de ça, sur ce sujet, les vieilles vidéos d'il y a 6 ans, sur qu'en fait, tu mènes une bataille que 99% des gens ne mènent pas, en fait. Et donc, tu vas te bagarrer dans un marché où tu vas être, comme tu disais au début, le petit cercle, où vous êtes que quelques-uns. Et en fait, quand ça va devenir vachement bien, ouais, il faut faire de la vente d'entrepôt, ça va être un business model qui va exploser. En fait, toi, tu auras déjà 3 ans d'opération là-dedans où tu auras été break-even et tu auras eu les connaissances,
les opérations, les équipes, et tu vas tout aider. C'est ça, exact. Non, tu le dis bien. Puis je pense que c'est juste que les gens sont pas prêts à prendre ce risque-là. Puis c'est pour ça que la plupart des personnes qui se lancent vont se lancer dans des business, en tout cas, tu sais, les jeunes, dans des business plus de services parce que tu n'as pas de gros risques upfront à prendre. Le pire qui arrive, c'est que tu fermes ou en tout cas, tu as souvent des marges de profit très, très rapides. Fait que tu sais, comment je pourrais dire ça? Moi, mon domaine, c'est vraiment plus risqué. Par contre, sur le long terme, ça vaut beaucoup. Puis aussi, je bâtis une belle équité. Tu sais, tout le data client et tout. Tu sais, un jour, tout ça, ça va avoir une valeur. Tu comprends? Fait que c'est un risque à prendre. Mais par contre, je viens vraiment répondre à un gros problème. Puis comme je te dis, le marché que je vise de l'économie, du deal hunting qu'on appelle, c'est en croissance de plus en plus. Puis nous, on veut redéfinir l'industrie. Tu sais, les joueurs dans le meuble sont bien établis, mais c'est des compagnies qui sont là depuis des années, vieille mentalité, souvent des pas bons ads. Fait que nous, c'est là qu'on essaie d'aller chercher les parts, aller chercher les jeunes qui vont être les clients de demain. Fait que c'est ça, je te dirais, on prend beaucoup de risques. Tu sais, pour te donner un chiffre, là, s'il y a des gens qui veulent voir à quel point, des fois, la nuit, je dors pas, tu sais, juste en décembre, on a dépensé 50 000 en ads. T'sais, ça va. Mais quand tu es une entreprise il y a 6 mois, tu comprends ce que je veux dire? À 21 ans, de me dire que j'ai dépensé l'argent d'une auto neuve en ads, c'est quand même fou quand tu y penses. J'ai eu cette réflexion là, il y a une semaine et demie, on a fait une journée à 100 000. Et tu te lèves, c'est pas mon argent, hein, mais tu te lèves, t'es opérationnel très vite. Mais c'est ça. Tu sais, puis des fois, tu te dis, je dis toujours, faut se détacher. Moi, j'ai pas des, tu sais, j'essaie de détacher le plus mes émotions possible. Puis même quand je prends des décisions, je le prends comme si j'étais un investisseur. Ouais. Ce serait quoi la meilleure décision à prendre pour l'entreprise? Puis c'est la même chose avec l'argent. Si tu es émotionnellement attaché à ça, des fois, tu te lèves et tu te dis, putain, je viens de mettre un cash down d'une maison pour juste une journée de ads. Tu sais, c'est fou, là. J'ai eu un consulting urgence hier avec un gars qui lançait son webinaire qui avait 20 000 et qui a mal lancé. Et en fait, tu voyais qu'il était trop émotionnellement dans le truc. Et il n'y avait rien qui allait dans ses ads. Et en fait, il était là, ouais, mais ça marche d'habitude. Ouais, mais là, ça marche pas. Ce que tu as fait, ça marche pas. Il était complètement sous émotion. Moi, je dis, OK, non, on va repartir de zéro. Tu vas faire ça. Et ça va bien se passer. Mais OK, trop bien. L'heure tourne. Je te propose on fasse un tout petit passage sur le Slab. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors moi, on s'est rencontrés, je sais pas, il y a un mois, non, peut-être un peu plus. Ouais, c'était avant les fêtes. J'ai poussé pour rencontrer le projet. Je suis le doyen du projet. Et voilà. Hier, j'ai pris un coup de vieux. Et explique-nous ce que c'est rapidement. Potentiellement, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui regardent le podcast, ils peuvent nous contacter là-dessus aussi. On recherche des fonds pour financer ce projet-là. Je te laisse le pitcher. Ouais, exact. Donc en fait, là... Slab, pour vous expliquer rapidement, c'est un peu notre personal brand. Donc, on est dans une ère où il y a beaucoup de gens qui veulent développer leur marque personnelle. Mais nous, on s'est dit, tant qu'à juste faire Antoine Bélanger, Simon Larouche, donc c'est ça un peu Slab, on s'est dit, comment on peut associer une image de marque avec ça? Puis c'est là qu'on est venu avec l'idée de Slab, qu'on a fondé ensemble, qui est dans le fond nos initiales Simon Larouche, Antoine Bélanger. On trouvait que c'était accrocheur. Si on voulait percer le marché international, ça se dit bien en anglais, en français, c'est très, très facile. Puis on s'est dit, les gens vont vouloir se rattacher plus au brand que juste à nous. Fait que c'est pour ça qu'on est venu avec ça. Puis pour vous expliquer rapidement la mission de Slab, c'est que nous, on veut aider ça peut être les gens de tous âges, mais beaucoup les jeunes à se dépasser. Dans n'importe quoi, ça peut être dans le sport, dans les arts, dans l'entrepreneuriat. Mais on trouve que les jeunes manquent de modèles aujourd'hui qui documentent c'est quoi vraiment la réalité. Tu sais, je trouve, tu regardes aujourd'hui les Brez, tous les jeunes sur les réseaux sociaux, ça montre juste les Lamborghini, les grosses autos et tout. Puis là, les gens, ils ont toute cette pression-là de se rendre là rapidement, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que ces gens-là, tu sais, c'est probablement plus rare de faire ce qu'ils font que de gagner à la loto. Je dis pas qu'il y en a pas, tu comprends, mais c'est extrêmement rare, puis souvent, ils montrent juste le beau côté, puis ils montrent pas tout le struggle en arrière. Fait que Slab, nous, on voulait documenter un petit peu c'était quoi la vraie vie d'être un entrepreneur de 20 ans, 21 ans, puis te dire, hey, moi, j'abandonne tout, je m'en vais habiter à Montréal avec un de mes meilleurs amis, puis on se pousse pour accomplir le plus de choses possible. Le Slab 300, ce que c'est pour venir un petit peu dans cet aspect-là de on veut se lancer des défis qui semblent un peu irréalistes. Puis, c'est justement Simon et moi, on se disait,
c'est quand même fou de faire 300 km de vélo en une journée. Tu sais, tu te dis, en auto, 300 km, c'est long. Là, on va le faire en vélo. Puis on s'est dit, vu que notre objectif avec Slab, ben, c'est d'inspirer les jeunes et tout ça, on va créer un groupe d'entrepreneurs. Donc là, je pense qu'on a à peu près entre 13 et 15 personnes qui vont relever ce défi-là le 30 mai. Puis, il va y avoir un documentaire associé avec ça où on va suivre tout notre parcours pendant ça va être à peu près 17-18 heures de vélo. On va avoir un entraînement en équipe ensemble aussi. Puis, ben, on fait tout ça en partenariat avec une fondation qui s'appelle Rêve de fou. Donc, qui est une fondation qui aide les jeunes à rêver. Puis, je te parlais tantôt, ça me parle beaucoup parce que je trouve que les jeunes aujourd'hui veulent pas accomplir leurs rêves ou se limitent beaucoup parce qu'ils veulent fitter dans le cadre de la société. Puis Rêve de fou, ben, ça vient un peu à l'encontre de ça. C'est justement, ils vont donner des bourses pour permettre aux jeunes de réaliser leur rêve de fou puis de continuer à rêver. Fait que voilà, puis c'est un petit peu ça. Nous, c'est un peu un rêve de fou qu'on s'est lancé. On s'est dit, on se met des entrepreneurs, on fait 300 km de vélo, puis ça va être difficile. Puis bon, on fait tout ça pour ramasser des fonds pour Rêve de fou. Donc voilà, ça va être un beau parcours. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. C'est la première année qu'on le fait, mais on va faire un gros documentaire avec ça. Il va y avoir des reels de chaque personne aussi individuellement qu'on va parler pourquoi ils ont décidé de faire le Slab 300 et tout. On est vraiment une belle gang, honnêtement. Je pense que ça va faire du bruit au Québec parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui entreprennent des gros projets comme ça avec de la grosse production. Puis je pense que dans le domaine entrepreneurial puis dans le domaine en général, les gens vont voir ça puis ça va vraiment les toucher. Puis ben nous, l'objectif, ça serait d'en faire un événement à chaque année pourquoi peut-être même pas quelque chose de course par la suite à suivre. Mais voilà un peu où ce qu'on s'en va avec Slab. On ne sait pas exactement où ce que ça va nous mener, mais on a du plaisir. Ça nous a permis de recruter énormément de talents aussi. Tu sais, beaucoup de gens nous demandent le personal brand, puis j'en avais parlé dans un autre podcast, mais c'est très, très bon pour le recrutement de talents, pour permettre à des gens aussi de se rappeler de toi. Tu sais, il est temps, si on s'était rencontrés il y a de ça 2 mois, puis qu'on ne s'était pas reparlé, mais toi, tu continues à poster du contenu, puis moi, j'en poste pas. Mais moi, je vais parfaitement me rappeler de toi. Je vais avoir l'impression que je fais partie de ton quotidien. Moi, tu ne vois jamais mes choses. Probablement que tu ne m'aurais pas invité ici aujourd'hui. Tu n'aurais probablement pas fait le Slab 300, etc. Fait qu'aussi, juste à ce niveau-là, le personal brand, difficile de quantifier le réel retour sur investissement, mais je suis convaincu qu'il y en a. Trop bien. Bah, très content de faire partir de ça. Et voilà. Et s'il y en a qui veulent participer au projet et faire des donations, n'hésitez pas à nous écrire. Là, on pourra vous envoyer. On a des beaux packages justement pour les partenaires et tout. Ça va avoir vraiment une belle visibilité. Puis là, on est en train de confirmer le réalisateur, mais vous allez voir, ça va être du lourd. Trop bien. Merci Antoine. Merci à toi, Gaétan. C'était un plaisir. Yes. Et, on continue de travailler fort ensemble. En passant, allez voir qu'est-ce que Gaétan fait. Vous êtes un infopreneur, vous avez besoin de conseils marketing. C'est probablement la personne que je connais qui est le meilleur dans tout ce qui est psychologie humaine au niveau marketing. Puis ben, c'est pour ça que j'ai décidé de venir prendre le temps de parler avec toi aujourd'hui parce que ça me fascine à quel point tu es passionné par ça. Donc voilà.